Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode de Time Out. Et petit rappel de l'émission, du coup j'ai deux invités tous les samedis de 19h à 21h sur ma chaîne Twitch. Et on parle de plein de choses et je pose plein de questions. Et le chat peut répondre aussi. Donc si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur le Twitch pour aussi participer à ce méga super trop cool live. Je m'auto-congratule. Ouais, t'as raison. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Lame et Maudie, que je vais laisser se présenter parce que vous le ferez beaucoup mieux que moi. Lame, je te laisse commencer. Bonjour, je suis streamer, podcasteur, futur chômeur. Yes, alors voilà. Ça sonne hyper bien, mais pourquoi futur chômeur ? Parce que je travaillais pour une entreprise qui s'appelle Webedia et que fin février, officiellement, je ne serai plus employé Webedia. Voilà, j'ai arrêté de streamer pour eux le 18 décembre. Moi, je suis streameuse aussi, et à côté de ça, je suis chargée TD à l'université. Donc, je donne des cours aux petits L1 qui arrivent à la fac en sciences politiques. Voilà. Sur ma chaîne Twitch, j'essaye de mélanger jeux vidéo et sciences sociales pour créer un pont un petit peu. Et donc, j'ai un créneau de live lecture de sciences sociales, et on parle souvent de politique, vu que moi, je suis spécialisée quand même en sciences politiques. Donc, voilà. Et toi, Lame, sur ta chaîne, tu joues à quoi ? Tu parles de quoi ? Eh ben, je pense c'est jouer et je joue pas. C'est un peu comme Maudie. J'ai des thématiques et puis en fait, on fait tout. Pour l'instant, j'ai touché à peu près à tout. On fait de la politique, de la société, on parle de jeux, de tech, on fait du shopping ensemble. Et c'est cool parce que... Ouais, du coup, j'ai l'impression de faire une vraie chaîne perso, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectif spécifique, il n'y a pas encore de ligne éditoriale. Donc, il n'y a pas de programme et pour l'instant, c'est ça qui me plaît le plus. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné ? Moi, c'était quand j'étais encore... Enfin, j'allais pas hyper bien quand j'étais au lycée, en première, seconde, enfin bon, toutes ces périodes-là. Parce que ma grand-mère est décédée et en fait, c'était littéralement ma voisine. Enfin, c'était comme ma deuxième maman, quoi. Elle m'a élevée pareil et tout. Sauf que je me rendais pas forcément compte que j'allais pas bien. À ce moment-là, je pense que même si j'avais déjà vu des gens de ma famille mourir, c'était pas la même situation de deuil de quelqu'un dont t'es vraiment proche. Et en fait, du coup, j'ai été chez le médecin. Parce que je faisais un ulcère à 16 ans, un plaisir, quoi. Genre, mon corps l'a encaissé parce que mon cerveau arrivait pas à deal avec le truc, en gros. Et le médecin m'a commencé à me poser des questions sur ce que je voulais faire après, en fait, après le bac et tout. Et je savais pas, enfin, j'étais vraiment dans une période où je savais pas trop. Et en fait, il m'a dit qu'il fallait pas que j'ai de limite à mon ambition. Et il m'a dit, si t'as envie d'être juge, tu seras juge. Et je sais pas, il m'a balancé des trucs comme ça, j'ai jamais eu envie de faire du droit ou quoi. Mais juste le fait que quelqu'un qui est dans une position quand même de rapport de force, quoi. C'est un médecin de famille que j'ai depuis que je suis enfant et tout. Moi, je viens d'une famille où personne n'a fait d'études. Il me dit, si t'as envie de le faire, tu le fais. Et te mets pas de limite. C'est vrai que ça m'a quand même pas mal structuré. Parce que, je sais pas, ce truc m'a marqué et je me suis dit, en fait, ouais, faut pas que tu te mettes des barrières toi-même, en fait. Et essaye de faire ce dont t'as vraiment envie, de pas te mettre de limites et d'y aller, quoi. Un conseil qui m'a marqué quand j'étais enfant, c'est mon père qui est bouddhiste et qui m'a parlé de l'impermanence. Voilà, qui m'a dit... Donc mon père qui est bouddhiste mais qui n'était pas le mec le plus zen de la Terre, hein, comme d'habitude, les meilleurs cordonniers et tout ça. Mais il y a un concept du bouddhisme qui est vachement resté en moi, même si je ne suis pas bouddhiste, et donc l'impermanence. Et il me disait... même les enseignements du bouddhisme peuvent être remis en cause. Il n'y a pas de notion de blasphème, il n'y a pas de notion de texte sacré, il n'y a pas de notion de choses immuables. Et donc, il me donnait plusieurs exemples. Donc, les fameux dessins de sable qui prennent des heures et des heures et qu'après ils le détruisent, ou le fait que lorsqu'il y a des temples bouddhistes qui avaient été détruits dans les années 70-80, beaucoup de gens s'étaient émus, mais beaucoup de bouddhistes eux-mêmes s'étaient moins émus parce qu'en fait, pour eux, le temple est moins sacré qu'une église ou une cathédrale, par exemple, pour les catholiques. Et puis aussi beaucoup pour les valeurs, en fait. Les valeurs et les certitudes qu'on peut avoir. Imaginons qu'à un moment on pense que la Terre est plate et que le Soleil tourne autour et qu'un scientifique arrive pour dire que c'est l'inverse. Bon, le mec il ne sera pas forcément écartelé ou emprisonné à vie. Et la notion que rien n'est sacré, rien n'est permanent m'a toujours marqué. Et a fait de moi, notamment, ça a vachement aidé à mon caractère progressiste et qui est toujours de dire, dès qu'il y a un nouveau truc qui arrive, il y a beaucoup de rejet naturel de la part des gens. Pour, je sais pas, une nouvelle musique, une nouvelle pratique, une technologie, que sais-je encore, etc., etc. Et les gens vont toujours avoir l'impression que la société dans laquelle elles vivent, c'est la base 100,
qu'il y ait une stabilité et tout va bien et que tout changement déstabilise la chose, quoi. Alors qu'on vit dans une impermanence constante. Il y a des gens qui associent ça à une forme d'instabilité, alors que pour moi, la seule stabilité, la seule constante qui existe dans nos vies, c'est l'évolution. Il n'y a pas de, il y a pas de Ouais. stagnation pure et dure, quoi. Ça n'existe pas. Et, voilà, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, dans mes choix professionnels, dans ma manière d'aimer la science-fiction, par exemple, dans ma manière d'aimer le jeu vidéo et tout, parce qu'il y a une rediscussion et une réévaluation constante de comment tu vis, comment tu fais les choses, voilà, que j'ai toujours regardé avec moi. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous donne comme conseil? J'aurais bien aimé qu'on m'apprenne le consentement. Ça aurait été cool. Ça m'aurait, je pense, Plus, épargné plein de choses dans la vie. Ça arrive un peu tard, malheureusement. Euh, Et ouais, et notamment dans les relations amoureuses, forcément. Mais je pense que de manière générale, essayer de qu'on explique, parce que c'est marrant, j'ai eu des cours d'éducation sexuelle, moi, quand j'étais au collège, qui étaient plutôt bons. Au lycée, pareil, où on a parlé du genre, on a parlé justement du fait que euh, notre genre était assigné à la naissance de manière arbitraire, et que voilà, il y avait des personnes qui en souffraient, notamment les personnes intersexes, et que ça a mené à des souffrances médicales, enfin des violences médicales carrément. Enfin bon, on a parlé de tout ça pendant ma scolarité, mais on m'a pas appris ce que c'était que le consentement. On m'a pas appris à voir quand potentiellement on me faisait passer quelque chose comme normal quand on me demandait quelque chose parce que on a fait quelque chose pour moi avant. Et donc du coup c'est ok d'avoir une relation sexuelle maintenant parce que je sais pas, je t'ai apporté ton thé, tu sais, des trucs comme ça. Mais là je caricature, mais en gros si on tire le J'espère. fil c'est un peu ça quoi. Et ça, je pense que ça m'aurait quand même beaucoup, beaucoup aidé. Mais non, ça n'a pas été fait ni par les institutions, ni par mes proches. Et je pense que même par mes proches, en fait, il y en a qui en auraient encore besoin aujourd'hui, quoi. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus, en tout cas. J'ai plein de conseils sur les sentiments et la sexualité que Mm. je n'ai pas eu, ou de manière un peu maladroite. Et j'aurais bien aimé avoir plus, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Là, quand je vois les jeunes générations, notamment ma nièce qui a 2 aujourd'hui, ils ont une éducation par rapport notamment au sexe, et au consentement et aux discussions de genre, etc., qui a rien à voir avec la mienne. Et j'en suis Mm. content pour eux. Mais c'est vrai que nous, on a vachement manqué de conseils là-dessus. Ouais. C'était un peu genre, débrouille-toi Ouais. et tombe dans tous les stéréotypes possibles et imaginables. Un peu Ouais, compliqué. ouais. C'est Mais vrai. alors que moi, tu vois, en sixième, on m'a appris quand même ce que c'était qu'un clitoris, tu vois. On a appris Ah ouais. comment est-ce qu'on met une capote. On nous a appris aussi que c'était normal d'avoir des pertes blanches quand on est des femmes parce que le vagin se nettoie, tu vois, pas paniquer. Enfin, en fait, ça, j'étais en sixième, quoi. Donc, j'avais 11 ans et ça nous a quand même beaucoup aidé parce qu'on se pose plein de questions, tu vois. Genre, t'as tes seins qui poussent, t'en as un qui est plus gros que l'autre, t'es là, genre, c'est trop bizarre. Non, non, c'est normal, tu n'es pas un monstre. Enfin, on nous a appris tout ça. Mais par contre, le consentement, enfin, non. On a fait vraiment, genre le genre, l'éducation sexuelle, on va dire, de qu'est-ce que c'est que ton corps, comment est-ce qu'il change et qu'est-ce qui se passe pendant les rapports sexuels, mais pas le avant, comment est-ce qu'on arrive au rapport sexuel, qu'est-ce qui se passe dans les relations. Là, c'est un vide complet. C'est un truc de ouf, quoi. Tout le monde était choqué de l'infirmière parce qu'en fait, on était en groupe en non-mixité, donc il y avait les filles d'un côté, elles nous disaient, bah voilà, il y a le préservatif féminin, et vous pouvez le mettre plusieurs fois pendant la soirée avec plusieurs partenaires. T'sais. Et t'es là, genre, Attends, j'ai de 11 quoi? ans, qu'est-ce que tu racontes? Et genre, elle était en mode, t'as pas besoin de le retirer et tout, tu peux l'utiliser plusieurs fois. Et voilà, bref, elle expliquait tout ça et elle expliquait, genre, elle nous disait, vous pouvez mettre un miroir en dessus de vous pour voir à quoi ressemble votre vulve, connaître votre corps. Et ça, c'était vraiment. Putain, mais c'était des cours vachement avancés en fait. J'aurais trop aimé voir ça. En fait, toi, c'est pas les conseils que t'as pas eu, c'est les conseils que t'as eu trop tôt. Les Bah, trop en de fait, conseils. moi, je trouve qu'en sixième, c'était bien parce que du coup, Ouais. tu te retrouves avec des troisièmes. Il y a quand même un gros écart d'âge. Ouais. Et eux ont ces conversations-là. Et toi, tu te retrouves un peu exclu. Et surtout, en fait, ils t'imposent aussi des fois des trucs. Et je trouve que là, du coup, on avait les clés. Et il y avait même des choses qui étaient assez intéressantes parce que je pense que l'infirmière venait. Enfin, je sais pas si elle est restée après, mais elle venait d'arriver parce qu'en gros, les sixièmes étaient rendus à se moquer des troisièmes parce qu'ils savaient pas ce que c'était qu'un clitoris. Tu vois. Plaisir et pas eux, tu vois. Et on se moquait. Attends, mais donc, nous, on nous a jamais expliqué en cours. ouais. Non, Sérieux? mais. Mais jamais, le clitoris, jamais on nous a expliqué ce que c'était. Et c'est en train vraiment, d'être nous, ajouté là, dans les manuels. D'accord. Au Parce que nous, les final, cours d'éducation sexuelle, c'était vraiment genre le préservatif et le coït. Et genre, ouais. vraiment, le coït, c'était la vue de coupe dégueulasse avec des organes tranchés, tu vois. Et ça s'arrêtait là. Et évidemment, tout le monde rigolait bêtement. Et Bah le oui. prof de SVT n'avait aucune prise sur ce cours-là. Hmm. Donc, j'ai l'impression qu'on nous a. Enfin, Ouais, non. j'ai pas de souvenir de trucs que j'ai appris au collège sur la sexualité, quoi.
Mais Bah Alors même, là, qu'elle- même le sachez que clitoris, moi je me Emmanuel, souviens à l'époque on disait genre bah c'est là et c'est tout, oui, genre il a fallu oui, attendre des dizaines d'années avant que j'apprenne que c'était genre un truc avec ouais, comment ça les fonctionne. côtés et tout Mais ça. maintenant, c'est rajouté au manuel scolaire de SVT pour, je sais pas si c'est au collège ou au lycée, mais en tout cas, ça vient d'être rajouté. L'année dernière, un truc comme ça. Yay! Voilà. Du coup, Lame, c'est quoi toi ce que t'aurais aimé recevoir comme conseil? Hmm, Compliqué, c'est marrant parce que je ramène encore ça à mes parents, parce que j'ai l'impression que conseil égale parents. Mais parce que moi j'étais plutôt le genre de mec à donner des conseils dans mon Mm. groupe de proches. Alors, on a un peu une famille t'as le mansplaining et puis moi ma famille c'est les UA, c'est le UA-splaining quoi. Tu vois. Tu sais, t'as des familles où ton père est un tribun, ta mère est un gourou et toi tu passes ton temps à expliquer la vie aux gens. Donc j'aurais peut-être voulu avoir plus de conseils, c'est-à-dire peut-être le vrai problème c'est que j'aurais peut-être voulu en demander plus à mes proches. J'étais plutôt du genre à en distiller dans tous les sens qu'à en recevoir. On va passer à la question que je préfère, je crois. C'est quoi qui vous fait le plus peur? De savoir que je vais vivre un truc qui fait peur ou qui est désagréable et y aller quand même. Ça veut dire que si je vais regarder un film d'horreur, alors que j'aime pas les films d'horreur parce que j'ai peur des films d'horreur, le fait de commencer le film, les moments les plus durs et les plus terrifiants pour moi, c'est tout ce qui arrive jusqu'à la première scène d'horreur, tu vois. Si je monte dans une montagne russe, ce qui me fait le plus peur, c'est la montée avant la Mm. première grande descente avec le Ouais. tac 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 des rails et le regret que j'ai d'être là et L'anticipation. et l'impossibilité de me dégager de ça. Tu vois, quand tu fais le toboggan à Center Park ou le truc le plus violent des toboggans, c'est quand tu montes l'escalier là petit à petit là et que tu as l'attente, etc. Là, je suis vraiment hyper mal. Je suis super mal plus que le faire. Et vraiment, c'est ce qui fait le plus peur, quoi. C'est l'anticipation de la frayeur ou de la peur. Vraiment, les scènes d'horreur, pour moi, le pire, c'est quand tu sens que le plan il est un peu trop long ou que la personne, tu vois, le plan sur la personne est trop coupable, tu te dis putain, elle va parler normalement et sa tête va exploser ou il y a un truc qui va surgir de la fenêtre. Et moi, c'est le pire, c'est insupportable, quoi. C'est insupportable. Moi, je suis encore sur la mort. Hein. C'est très. Non, mais ça me met en PLS d'imaginer. Enfin, j'imagine rarement, mais qu'on me rappelle que les gens sont mortels et que ça s'arrête à un moment. Du coup, que mes proches. Tu vois, s'il peut se passer un truc. Genre là, je pense que le Covid m'a mis pas mal en PLS parce que ma famille est à risque. Du coup, je suis là, genre. Ça peut s'arrêter, s'il vous plaît. Voilà, ça tend en fait. Je trouve que ça rajoute un poids. T'y penses pas tous les jours, mais quand c'est là, c'est un gros poids. Et il y a même une fois un pote qui me disait ça en blague, enfin je sais plus, on parlait de mon grand-père et je disais que j'avais pas pu aller le voir et tout. Il fait, de toute façon, tu sais, il a 84 ans, il va mourir un jour. Et j'étais en train de pleurer en boule dans un coin après. Et t'es là, genre, je suis désolée, ça me paraissait évident. J'étais là, je sais, mais je veux pas qu'on me le rappelle, tu vois, je veux pas que la vie me rappelle. Je gérerai quand ça arrivera, mais juste, si entre-temps, vous pouvez me laisser, ça serait cool. Je vois dans le chat là quelqu'un qui dit ce qui me fait plus peur, c'est le néant et la non-existence. Ça, c'est un truc qui m'a terrorisé pendant très longtemps aussi. Ah ouais? Bah, quand tu crois en rien, Ouais. on va dire, qui n'a pas été prouvé, voilà, donc la résurrection, la vie après la mort, les existences, la réincarnation, tout ce que tu veux, l'âme, le paradis, enfin, tout ce qui permet aux gens de supporter le concept de la mort, quand tu crois pas à ça. Donc le concept de la mort, c'est la fin et donc le néant, même si encore une fois, à l'échelle de l'univers, tu ne meurs jamais parce que tu te recomposes constamment et puis une partie de toi se refout dans la terre et puis tu es composé de trucs. Enfin bref, voilà. On va dire que nous, en tant que quantité individu, le fait que quand tu meurs, tout disparaît, il n'y a plus rien de possible. Moi, c'est un truc qui m'a effrayé qui m'a foutu le vertige pendant très longtemps et c'est un des grands trucs hyper classiques, quoi, cette sorte de peur de la mort. Pas la souffrance de la mort, mais le rien. Ça fout le vertige, ouais. Alors qu'en fait, c'est une sorte de méga retraite, quoi, j'ai envie de vous dire. On arrive à la fameuse question. Oula. Ça, c'est la montée de la montagne russe, là. C'est exactement ça. C'est quoi le truc le plus difficile dont vous vous êtes relevé? Je cherche une formulation, mais ouais. Mais après, j'en ai déjà parlé en stream, donc en vrai, je pense que les gens seront pas forcément surpris. Mais je me suis retrouvée à en parler en stream d'ailleurs en jouant à un jeu vidéo que vous connaissez peut-être qui est Another Lost Phone. Ah bah oui. Ouais. Et voilà, c'est un jeu où en gros tu retrouves le téléphone de quelqu'un qui l'a perdu, tu commences à chercher dans ses messages pour lui redonner, et du coup tu te rends compte que c'est une femme qui est dans une relation qui est dangereuse pour elle, etc. Et du coup, ouais, je pense que le truc
le plus difficile, c'est de réussir à me tirer d'une relation où j'aurais peut-être pu mourir. Enfin, je dis ça, mais genre, sans déconner, je pense que Ah ouais. on était à un niveau où les violences étaient pas forcément, enfin, pas physiques dans le sens où je repartais pas avec des coups, mais j'étais dans des situations où on me mettait face à. Enfin, genre, j'étais enfermée dans un appartement et je sortais pas, quoi. Genre, c'était vraiment. Le mec partait au travail, moi j'étais enfermée. Et genre, il revenait le soir et genre. C'était. Voilà, le reste de la journée, moi j'étais enfermée. Donc, du coup, j'étais dans un appartement à Paris, j'ai pas vu les rues de Paris pendant, je sais pas, des mois, du coup. Jusqu'à temps que je reparte à l'étranger pour mes études, ce qui, je pense, était une bonne, un bon échappatoire. Mais ouais, je sais pas ce qui aurait pu se passer si j'avais pas eu cet échappatoire-là. Surtout que je me rendais pas compte, en fait. Je pense que c'est ça qui est le plus dangereux, c'est que je me rendais pas compte de à quel point c'était pas normal que la personne me demande quand je sors, pourquoi je sors, et à un point où moi je voulais plus sortir, en fait. Et voilà. Et il y a des trucs que je dirais jamais parce qu'il y a des trucs que je dirais jamais même à ma mère, donc j'en parlerai pas forcément plus, mais ouais. Voilà. Putain. C'est gentil le chat. Mais vous inquiétez pas, ça va bien depuis, je ne suis pas traumatisée et tout. Mais il y a quand même des trucs qu'on enfouit, où on se dit non, mais c'était pas si pire. Et ouais. Et moi, ce qui a fait que j'ai pu réussir à vraiment me sortir de la relation, c'est déjà que je suis repartie pour mes études à l'étranger, parce que j'ai fait toute ma licence à Montréal. Et l'événement qui a été déclencheur où j'ai pu couper la relation en étant à distance, parce que la personne me contrôlait à distance à un point, genre c'était vraiment genre what the fuck. J'avais pas de, j'avais pas de connexion internet quand j'étais à la fac, parce que j'avais pas de téléphone par manque de moyens et tout. Donc du coup, en gros, j'allais en cours et ensuite je revenais de cours, j'étais tout de suite sur Skype avec cette personne. Enfin voilà. Donc genre la personne savait quand j'avais cours et quand je revenais chez moi, et du coup avait pile poil les horaires, on va dire, où je faisais des trucs. Et un jour, il y a eu une grève, enfin voilà, il y avait des étudiants qui sont venus dans le cours et qui ont dit bah voilà, il y a une grève, donc rejoignez-nous à la manifestation à 14h. Ensuite, ils ont quitté le cours et il y a une des étudiantes qui a commencé à poser des questions et qui a dit ouais, c'est pourquoi exactement, ils n'ont pas eu le temps d'expliquer. Et moi, comme j'y allais, j'ai commencé à lui expliquer. Et en fait, du coup, on s'est mis à côté dans la salle de classe et on s'est rendu compte qu'on habitait dans la même résidence étudiante. Et du coup, on a décidé de faire le chemin ensemble. Et sur le chemin, on s'est arrêté dans une friperie. On a passé, genre, je sais pas, 30 minutes, du coup, à aller boire un verre. Enfin, un truc normal que tu fais quand t'es étudiante, quoi. Tu rencontres quelqu'un, tu bois un verre. Et quand je suis revenue, je me suis fait défoncer. Et genre, ouvrir. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, mais si à chaque fois il pète un câble, c'est parce que je suis avec des mecs. Enfin, tu sais, je trouvais des excuses, quoi, en disant, bah, Ouais. c'était normal. Finalement, j'avais un comportement que j'aurais pas dû avoir. Et là, j'étais avec une fille de 18 ans, tu vois, que je venais de rencontrer, qui était en galère, elle faisait ses premiers pas à Montréal, elle connaissait rien, et j'ai voulu la raccompagner, et on a pris un verre, quoi. Et là, je me suis dit, mais, enfin, c'est pas normal. Et c'est à ce moment-là que j'ai percuté que c'était pas normal, et que j'ai dit, bah écoute, c'est fini. Et ce qui était ouf, c'est que du coup, je lui ai dit, c'est fini, il a fait, ah ouais, ok, il m'a bloqué de partout. Et 2 semaines après, il est revenu, en me téléphonant, et en disant, attends, je vais t'expliquer et tout. Et là, il a fait un discours où genre, il m'expliquait à quel point j'avais besoin de lui et tout ça. Et à ce moment-là, enfin, au bout de ces 2 semaines, j'avais tellement un décalage que là, je voyais toutes les ficelles de la manipulation. Genre, tout ce que j'avais vécu pendant des mois était là, face à moi, et j'ai fait, ah, mais c'est ridicule en fait. Là, il pensait vraiment que j'allais revenir et que c'était parti et que j'allais prendre l'avion, rentrer en France, tout lâcher et tout. Genre, what the fuck. Mais bon, voilà. Donc, du coup, faites attention à vous. J'avais 19 ans, il en avait plus de 30. Faites gaffe à vous. Et prenez soin de vos proches si vous voyez que ça arrive à d'autres femmes. Il y a des relations avec des âges différents qui se passent bien. Il y en a d'autres qui sont dangereuses. Il y a des relations avec des hommes du même âge que vous qui sont dangereuses aussi. Et je pense que si à ce moment-là, j'avais été entourée par des amis, il y en a certaines qui ont vu des signes ou qui n'ont pas osé me le dire, je pense, qui avaient peur aussi parce que je suis un peu virulente. Donc, ce que je peux comprendre. Je pense que des gens auraient pu m'aider à ce moment-là. Et finalement, c'est un événement qui a fait que moi, je me suis barrée. Mais ouais, faites attention aux signes. Et vous avez un super outil pour ça. C'est le violentomètre. C'est une espèce d'échelle qui mesure les violences faites aux femmes. Et ça part vraiment des comportements que vous pouvez voir en soirée, par exemple. Le mec qui va reprendre sa copine, qui va lui imposer certaines choses et tout. Et en fait, c'est des choses que vous pouvez remarquer si vous côtoyez les gens. Et voilà, vous pouvez ouvrir des portes. Parce que je pense que si quelqu'un m'avait ouvert une porte en disant non mais attends, ça c'est quand même pas normal, tu devrais faire attention, peut-être que je l'aurais mal pris en disant non mais t'as pas compris, il est sympa. Enfin tu vois, j'aurais sans doute repoussé le truc, mais ça aurait aussi ouvert une porte dans mon esprit. Et voilà. Donc faites attention à ça. Et le violentomètre a été mis dans le chat. Merci beaucoup. Merci.
Un bon Euh, pervers narcissique, quoi. Ouais, je sais même pas si on peut. Je sais même pas comment on pourrait caractériser ça, mais. Enfin, c'était vraiment des rapports de pouvoir bruts, quoi. Et ce qui me fait flipper, en fait, c'est que rétrospectivement, je pense à toutes les femmes que j'ai côtoyées qui ont toutes vécu des violences à certaines échelles, tu vois, du harcèlement de rue jusqu'à des trucs beaucoup plus graves. En fait, on en a toutes connues. Et ce qui me met un peu en PLS, c'est de me dire que souvent, on pense que c'est notre faute et on se rend pas compte, en fait. Et les personnes arrivent, quand on n'a pas confiance en nous de base, ce qui n'était pas mon cas, en l'occurrence, ils arrivent à appuyer sur le fait que t'as pas confiance en toi et donc du coup c'est eux qui t'apportent le fait que tu es différente, enfin tu vois, et c'est eux qui t'apportent hmm. ta personnalité et tout ça. Et alors Mais, là, pour te tirer, c'est l'enfer en fait. mais c'est pas ça, justement, enfin, l'essence des pervers narcissiques, ce sont des personnes, hommes ou femmes, qui t'expliquent que t'es une merde et que t'as besoin d'eux, Mm, et qui font notamment constamment le push-pull, c'est-à-dire qu'en fait, ils te descendent en flamme, et après, ouais. ils te donnent un sucre derrière, et en fait, ils se rendent indispensables à toi. Ils t'obligent à te dévaloriser pour qu'en fait, du coup, ta seule manière de te valoriser, c'est à travers eux. Enfin, Ouais, ouais, c'est clairement. c'est des mécaniques super toxiques et qui malheureusement marchent bien. Du coup, l'âme, Ouais. c'est quoi le truc le plus difficile dont tu t'es relevé? Enfin, si tu veux répondre. C'est pas obligé. Si, je vais répondre. Je vais pas rentrer dans les détails à 100%, pareil, parce que c'est un truc dont j'aime bien parler, mais plus tard. J'ai répondu à l'appel de MeToo Inceste ces derniers jours, puisque ça m'est arrivé, j'étais aussi victime de ça. Et donc ça m'est arrivé, j'avais 8 ans. Et j'ai mis énormément de temps, en fait, tout comme toi, Maudit, mais de manière très différente, en fait, à comprendre. Ouais, ouais, mais Déjà, pareil. surtout quand tu es enfant, à ensuite passer ce qu'on appelle l'amnésie traumatique, qui fait que quand tu es très jeune et que tu comprends pas ce qui t'arrive, et la violence de ce qui t'arrive, en fait, une partie de ton cerveau va littéralement se fermer, quoi, et se mettre en PLS. Et donc, tu sais sans savoir. Et il faut environ 30 ans. D'ailleurs, c'est pour ça que justement, Fly Flamand se battait pour que la prescription sur la pédocriminalité soit repoussée, puisqu'en général, quand les victimes sortent de l'amnésie traumatique, en fait, c'est trop tard, il y a prescription. Donc j'ai eu l'impression toute ma vie que c'était pas trop grave, que c'était un peu chelou, et que j'avais le truc sous contrôle, donc aussi mon côté contrôle fric. Et j'ai un peu pété un câble en sortant de l'amnésie traumatique, donc il y a 4-5 ans, quoi. 4 ans à peu près. Mm. Et tout commence à se dégrader autour de moi, dans ma tête, dans plein de choses. Et quand j'ai compris, ça a été très dur de se relever, parce qu'en fait, quand tu comprends, la première question que tu te poses, c'est pourquoi j'ai pas agi avant, pourquoi j'ai pas Mm. compris avant, enfin tout ce que tu veux, quoi. Toutes les mauvaises réactions que tu as en tant que victime, qui sont tu te places en tant que responsable de ce qui t'est arrivé, ta honte, toutes ces choses-là, quoi. Et en plus, il y a le tabou 1 de l'inceste, il y a le tabou 2 de l'inceste sur les hommes, qui Ouais. est encore une autre histoire, parce que souvent, il faut le rappeler que quand même le tabou, c'est que l'énorme majorité des agresseurs sont des hommes, et la majorité des victimes sont des femmes. Donc c'est toujours un peu plus compliqué quand tu es victime et homme à le raconter aux gens, mais même à te le raconter à toi. En fait, le plus dur, c'était aussi ça. Et il m'a fallu une crise et une énorme dispute pour que ça sorte. Et qu'en fait, je prenne peur, notamment pour mon frère et ma sœur. Parce qu'en fait, n'en ayant jamais parlé, j'en ai jamais parlé à eux. J'ai eu peur de me dire, merde, peut-être que ça leur est arrivé. Et que si je l'avais dit dès que j'avais 8 ans, qu'il y avait un truc qui clochait avec cette personne de la famille, etc., peut-être que je les aurais sauvés, peut-être qu'il leur arrivait un truc. Donc en fait, j'en ai parlé. Je me suis ouvert parce que j'ai eu peur pour mon frère et ma sœur, et que j'ai culpabilisé pour eux, en fait. Mm. Je m'en suis voulu de me dire que, comme je n'ai rien dit, je les ai peut-être mis en danger. Encore une fois, c'est un truc que tu prends de travers. Bref, et donc c'est sûrement le pire truc qui soit arrivé dans ma vie. Et comment on s'en relève? Bah en fait, je suis en cours. Donc j'étais déjà en psychanalyse pour d'autres choses de ma vie, plus par curiosité. Et du coup, je peux vous dire que ma psychanalyste, je l'ai gâtée. Je pense que je m'en suis pas encore relevé, mais que l'action même de s'en relever, d'en parler, de remettre les choses à l'endroit dans ta famille, genre qui est vraiment qui a quel rôle, qui est bon, qui est mauvais, etc. C'est un process déjà qui est très compliqué, parce que vous imaginez que dans la famille, il y a aussi des résistances, il y a de l'omerta, il y a des gens qui ne comprennent pas. Enfin, tout ce que vous avez pu lire ces derniers jours, spécifiquement, et ces dernières années, pour les gens qui s'y intéressent. J'ai de la chance d'avoir quand même aussi une famille qui est très portée sur les questions d'identité, de groupe, de constellation, de place, de relations
euh, entre les différents membres et tout. Donc, c'est des discussions qui, très vite, après l'émotion et la douleur et la colère, en fait, sont allées très vite sur des discussions assez constructives, on va dire. Donc, j'ai pas eu à subir la double peine qui est de subir le rejet de ma famille, parce que ça arrive aussi à beaucoup de victimes. Bah ouais. Puisqu'évidemment, quand tu es la personne qui dénonce ton agression sexuelle, tu deviens la personne qui fout la merde dans la famille par rapport à l'ordre établi. Bref, culture du viol, tout ce Ouais, qu'on bien sûr. connaît, malheureusement peu trop. Après, je me suis il y a plein de trucs sur lesquels j'ai pas réussi à avancer parce que il y a des trucs que t'as pas envie de. Il y a des trucs où tu procrastines, quoi, en fait. Même si tu sais qu'il faudrait que tu fasses ça, etc. T'as pas envie de le faire, t'as envie de faire autre chose. Genre rien au hasard. Et donc, c'est toujours un peu dur. Et donc, ces derniers temps, j'étais un peu en stagnation après avoir fait un peu des pas de géant en avant. Et je me suis pris pas rappel à l'ordre, mais deux chocs. Le premier, c'était le podcast de Charlotte Pudlowski, qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle Ou peut-être une nuit, où elle fait un podcast où en fait, elle découvre que sa mère était victime d'inceste de la part de son grand-père, donc de la part du père de sa mère. Et en fait, à partir de là, elle va faire tout un travail, elle va rencontrer des spécialistes pour expliquer comment ça se passe, quoi. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête des victimes, quels sont les process, etc. Et pour mieux comprendre sa mère et pour comprendre comment sa mère avait pu se comporter de telle ou telle manière toutes ces années, etc., à la lumière de ce qu'elle sait maintenant. Et donc, le podcast est bien, mais genre en une émission, j'ai appris plus Ouais. qu'en 3 ans de réflexion tout seul dans mon coin sur ce qui aurait pu, pourquoi je suis comme ça, etc. Et c'était passionnant, mais en même temps, ça m'a tellement vexé en mode putain, mais mec, bouge-toi le cul, quoi. Ouais. Je sais que c'est toujours. On peut pas se réparer de manière optimale d'un traumatisme ou d'une agression et qu'on chacun fait un peu avec ses moyens à son rythme. Et évidemment, le deuxième coup de rappel de ce monstre qui m'a vraiment relancé, c'est MeToo Incest, donc qui a été lancé par nous toutes dans la foulée. Elles ont profité du fait que, et à raison du fait que le livre de Camille Duhamel, où elle accuse son père d'avoir agressé sexuellement son frère durant son adolescence, a fait tomber des tabous et relancé la discussion. Et encore une fois, c'est une discussion qui existe depuis des années, avec des associations et des gens qui se battent depuis des années. Mais il faut toujours qu'il y ait un coup de semonce ou un choc pour que les gens se bougent enfin les fesses. Et donc nous toutes on a profité, il y a eu beaucoup de témoignages et ça m'a mis mal parce que j'ai lu encore une fois j'ai lu tous les témoignages des gens qui avaient le courage de partager la chose, qui m'ont vachement aidé. Et moi j'étais encore bloqué, j'avais juste passé la barrière d'en parler à mes proches et je savais aussi que c'était important pour moi et c'était aussi important pour la société que je participe à cet effort collectif. Et donc j'ai un peu tourné autour pendant 48 heures Ouais. en mode est-ce que j'en parle ou est-ce que j'en parle pas. Et puis à un moment j'ai dit fuck, comme à la grande époque où je bloguais, où je disais il faut arrêter de réfléchir, il faut le coucher. Une fois que c'est couché sur le papier, couché sur un site, ou que ça tombe dans le domaine public, tu vois, tu peux plus reculer, quoi. Et donc j'en ai parlé dans un but d'aider les gens qui ne sont pas sensibles à la question, ou des gens qui ont pu être victimes et qui s'en rendent pas compte, et aussi de m'aider moi parce que c'est évidemment cathartique. Et ça a relancé les discussions, du coup, notamment dans ma famille, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour, donc c'est chouette. C'est pas quelque chose dont je me suis relevé encore, mais je suis dans le process de. Mais ça va être très long. Ça va être très très long. Bah déjà, rien que le fait d'en parler publiquement, enfin moi ce que je trouve très dur, d'en parler publiquement, genre par exemple avec MeToo ou en stream, encore une fois j'ai un côté particulier au stream, où je me dis ça va peut-être toucher une audience, enfin des gens à qui ça peut faire du bien, etc. Mais par contre, c'est vrai qu'à mes proches, c'est compliqué. Si on Ouais. arrive à venir sur le sujet et tout ça, et que en fait, il y a des changements de perception quand les gens apprennent que tu as été violée et te voient à travers ce prisme-là. Et en fait, il y a des Ouais. fois des moments un peu difficiles de flottement où on te perçoit comme une victime avant tout, et des changements T'as de pas envie. et t'as pas envie parce qu'en plus, Ouais. bah, c'est moi en tout cas, c'est en termes de période, c'est loin. Et par contre, j'ai mis du temps comme toi à m'en rendre compte. C'est-à-dire qu'au moment où je me suis enfuie de la relation, dans ma tête, c'était: «Ah mais en fait, ce mec est une merde qui se rend pas compte à quel point, tu intéressante. Enfin pars», tu vois? Comme si c'était une relation où en fait, le mec était pas, incroyable, et voilà, je m'en vais. Mm. Mais j'ai mis des années à percuter que c'était pas juste
quelqu'un qui était pas ouf avec moi. C'est genre, littéralement, il m'a violée, il a abusé de moi, et il y a des violences qui étaient énormes. Et je percutais même pas. Genre, il y a des trucs où je me disais, vas-y, c'est normal que quelqu'un te traîne, tu vois, te prenne les cheveux et te traîne jusqu'au lit. Non, pas du tout, c'est pas normal. Mais en fait, dans ma tête, c'était même pas une violence, tellement on était parti du principe que c'était consenti, alors qu'en fait, c'était pas du tout du consentement éclairé, qu'il y avait des Bien rapports de sûr. pouvoir qui étaient énormes. Mais rien que le fait que c'est. Enfin, je me percevais pas du tout comme ça. Et je pense que c'est vraiment et les sciences sociales et les témoignages des autres personnes qui ont fait que je me suis dit, non, mais en fait, tu as vécu ça. Et là, récemment, c'était les trucs aussi sur le jeu vidéo, où juste on a commencé à parler du harcèlement qu'on a vécu en ligne. Ouais, Et, et en fait, la dick pic, on en rigole souvent, mais c'est vrai que moi, rien que quand j'étais au collège et que je jouais à Dofus, j'ai reçu des trucs qui sont très très graves. bien Et, sûr. et genre, j'avais 12 ans et les mecs en avaient 17, 18. Et en fait, je percutais même pas tellement c'était. Enfin, c'était enfoui dans ma tête, quoi. C'était genre. Ah ouais, c'est une mécanique de défense du coup hyper classique. Déjà d'en rire ou de ne pas Mm, donner l'impact de la chose que tu vis ou que tu as reçu, quoi. C'est vrai que c'est super. En fait, ce qui est dur, c'est de remettre les choses à l'endroit. mm, C'est de dire euh, la victime, c'est moi, l'agresseur, c'est lui. euh, les personnes devraient me défendre ou me soutenir moi. Cette discussion devrait être naturelle. C'est marrant quand tu disais que c'était plus facile pour toi d'en parler sur ton stream qu'à des proches. Et je voyais quelqu'un qui disait un peu quelque chose comme ça dans le sens inverse sur le chat en disant putain, le dire à des proches, mm, ça doit être dur. Alors en public, ça doit être encore plus dur. Bah, c'est marrant, je suis un peu comme toi. C'est ouais. plus facile pour moi d'en parler des fois à des inconnus. Donc, notamment, ma famille m'a souvent reproché de plus me livrer sur mon blog à des inconnus que à Ouais. eux, quoi. Mais c'est parce que quand tu parles à des inconnus, tu peux discuter avec des inconnus, mais il n'y a pas le pathos qu'il y a Ouais. dans un couple, il n'y a pas le pathos qu'il y a dans une famille qui est compliqué, quoi. Et, dire je souffre à des gens que tu connais pas, c'est aussi pour ça que des lignes anonymes existent et que c'est plus facile pour des gens d'aller voir des lignes anonymes, voir des thérapeutes ou des psychologues ou des psychanalystes que les proches, parce qu'en fait, des fois tes meilleurs amis ou des fois les personnes les plus proches de toi sont pas forcément tes meilleurs alliés pour certaines choses, quoi. Et je dis pas qu'il faut pas leur parler, hein. Je dis juste que ça paraît naturel de se confier d'abord à son père, sa mère ou son frère ou sa sœur ou que sais-je, ou son copain ou sa copine ou son époux, son épouse. Je suis pas d'accord avec ça, en fait. C'est vraiment très dur parce que moi, comme toutes les victimes, la peur que j'avais en confiant à ma famille, c'était de débranler ma famille ou de la faire imploser, en fait. Parce qu'une fois que ta famille elle sait, ta famille où elle agit ou alors enfin, elle est obligée de faire quelque chose, quoi. Parler à une personne tierce, quelle que soit la personne, donc ça peut être un chat de gens dont tu ne vois pas le visage mais qui interagissent avec toi en direct, ça peut être un réseau social, mais pour moi c'est presque plus simple. C'est Ouais, comme clairement. si j'allais voir ma psychanalyste et que je regardais le plafond, en fait. Il y a Mm, moins de conséquences. Euh, tu déposes ces mots, tu déposes ces faits, et donc déjà le fait de les déposer, tu te, tu te délaisses d'un fardeau, tu ouvres ces informations à des gens, donc tout est sain, mais en même temps ces gens tu les vois sans les voir. Et, mm, et moi je sais que dans ma famille, quand j'en ai enfin parlé à ma famille, ça a été compliqué parce que il y a plein de réactions, il y a plein de qui sont liées à des relations, à d'autres choses d'avant. Enfin, rien n'est simple, en fait. Ça peut pas être aussi simple que de dire je dépose cette parole, je partage cette parole, et des gens la reçoivent et ils sont dans l'empathie ou pas, mais il y a pas d'autre chose que ça, quoi. La famille, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Un des problèmes, c'est qu'évidemment, enfin, la culture du viol, c'est une culture de la domination. Donc évidemment que la personne qui agresse dans ma famille, c'est une personne qui était en position très dominante dans ma famille. Ouais, Euh, donc en plus, enfin. et malheureusement, aujourd'hui, elle est plus là. Donc mm, ça veut dire qu'il y aura jamais non plus dans ma réparation, il y aura jamais cette réparation que je réclame aujourd'hui, mm. mais qu'on me dit, des gens très maladroits m'ont dit pourquoi tu l'as pas demandé avant. Mais bon, voilà. Mais c'est une partie de ma réparation qui sera jamais possible et je dois aussi apprendre. Ma réparation, c'est d'apprendre à faire le deuil de ça, de ne pas aller voir quelqu'un et de la comment dire, de la confronter, voire la confronter contre un mur, quoi. Mais Hmm. Je pense que enfin, je sais pas du tout la personne qui a prononcé ça, le truc de tu aurais dû le faire avant, mais je peux imaginer qu'il doit y avoir de la frustration aussi. Les gens qui t'aiment et qui sont bien proches de sûr, toi doivent se mais ils dire, enfin, comprennent pas. c'est l'espèce Mm. d'impuissance C'est de ça se qui est dire, ok, j'ai envie d'aider, mais c'est trop tard, je peux rien faire, c'est En fait, horrible. c'est très dur parce que déjà, encore une fois, même moi, en tant que victime, il a fallu que je me renseigne pour comprendre ce qui se passait dans ma tête et que l'amnésie traumatique qui fait que pendant 30 ans, tu le vois pas, enfin, tant qu'on te l'a pas expliqué, c'est dur, tu vois. Donc évidemment, quand tous les gens disent mais pourquoi elles vont pas porter plainte ou pourquoi ils font pas ça, enfin, les gens ne
comprennent pas évidemment à quel point c'est complexe. Et je vous parle même pas de la loi qui est mal foutue ou des autorités qui sont mal foutues, hein. Je vous parle juste de ce qui se passe dans la tête de la victime. Déjà, c'est dur. Et puis après, il y a aussi du sexisme bienveillant, de la culture du viol bienveillante, tu vois, qui est bah, t'aurais pas dû te laisser faire, ou t'aurais dû en parler tout de Putain, suite, ou c'est t'aurais dû. vraiment ouf. Mais, et souvent, les gens, encore une fois, qui disent ça, qui disent ces horreurs, en fait, pensent bien dire, tu vois. Bah oui, 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 complet. Évidemment. C'est pour ça qu'il y a ce côté bienveillant qui rend les choses compliquées. Et évidemment que là, un des gros débats qu'il y a autour de l'inceste aussi, c'est de dire euh, beaucoup de pédocriminels ou de pédophiles disent que c'est de l'amour, tu vois. Et que souvent, même le langage des médias a Mais souvent parlé sérieux? d'amour, de relations sulfureuses, bien sûr. Et souvent, on s'est aussi appuyé sur le fait que des fois, les enfants ou les victimes étaient vraiment amoureuses de leur agresseur. Parce Mm. qu'évidemment, bah, il y a des gens, quand elles ont 8, 10, 12, 13, 15, 16 ans, tu peux lui faire croire qu'elle est vraiment amoureuse d'une personne de 40, 50 ans qui peut être son oncle, sa tante, son grand-père, tout ce que tu veux. Donc en fait, c'est là où c'était compliqué, c'est que souvent dans des procès, il y a eu des victimes qui sont venues défendre leurs agresseurs, mais parce qu'en fait, les victimes, en fait, on leur faisait croire qu'elles étaient amoureuses ou que c'était de l'amour ou que c'était consentant. Enfin, le livre de Vanessa Springora a été là-dessus, où elle a dénoncé Gabriel Matzneff, donc qui était qu'un auteur écrivain, enfin qui était, je crois qu'il est mort, je sais plus, ouvertement pédocriminel en fait. À chaque fois, lui, le champ lexical qu'il avait, c'était toujours autour de l'amour en fait. Il parle jamais d'agression, de manipulation. Et évidemment, le fameux tant que la victime elle a pas dit non, elle s'est pas débattue, il n'y a pas viol. Évidemment, maintenant, les gens commencent à comprendre et à revenir dessus, mais on est en 2021. Même moi, tu m'aurais parlé de ça il y a, je sais pas, 10-15 ans. Une meuf m'aurait dit ouais, il a pas été cool avec moi, il a voulu coucher avec moi, et machin. Dans ma tête, j'aurais dit bah si tu n'as pas dit non, bah en fait, tu vois, parce que évidemment, j'étais pas du tout éveillé à ce sujet-là, j'étais pas du tout sensibilisé à ça, et comme beaucoup de gens, je pense. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un peu, t'as envie de gifler les gens qui disent bah t'avais qu'à, mais je pense qu'il y a quelques années, je faisais partie de ces gens-là, tu vois. Bah, on est tous en déconstruction de toute façon. Ouais, bien sûr. Puis sur le fait de parler à la famille, il y a le côté enfin, on en parlait tout à l'heure, de décevoir sa famille et en fait, le Ouais. truc on a la peur, complète qu'eux nous voient à travers ce prisme-là, Mm. enfin voilà et surtout quand ils connaissent, les agresseurs, enfin, c'est très, très dur, quoi. Quand ils Ouais. en ont proches ou quoi, enfin, c'est il y a un côté où, c'est plus facile d'en parler à un inconnu parce que, si un inconnu vient me dire: «Mais tu aurais pu nous en parler avant, tu aurais dû faire quelque chose pour protéger les suivantes Ouais. victimes», enfin voilà. Quand c'est un inconnu, c'est pas grave, mais enfin, Oui. tu peux le gérer plus facilement. Quand c'est ta famille, Mm. c'est Ouais. J'ai eu quelques retours comme ça et il y a rarement autant de trucs qui m'ont fait souffrir que ce genre de retour, ouais. mais qui, encore une fois que ce genre d'émotion, de ce premier retour très négatif passe et que tu discutes avec la personne, j'ai la chance d'avoir une famille qui est assez intelligente pour dire ok, je comprends, excuse-moi, j'ai eu une mauvaise réaction, Mmh. parce qu'encore une fois, on est dans ces constructions, quoi. Mais ouais, très compliqué, très complexe. Depuis tout à l'heure, j'hésite à raconter un truc parce que je crois que je l'ai jamais raconté en live et c'est pas tellement ce que j'ai envie d'essayer de faire avec cette émission. C'est plutôt laisser la place aux invités, même si je suis très bavarde. Mais j'ai l'impression que le moment s'y prête. Donc, bah, j'ai participé à MeToo aussi. Pas à MeToo Inceste, le tout début. Et bah, j'ai été violée quand j'avais 14 ans. Par une femme. Et bah, ça a un peu résonné ce que t'as dit, Lame, tout à l'heure, de genre, quand t'es un mec qui se fait violer, c'est tabou. Ben, moi, de me faire violer par une femme, en fait, j'ai eu un peu ce truc de amnésie. J'ai déjà plus le nom, traumatique, merci. Amnésie traumatique. Où en fait, c'est ressorti aussi dans une séance de psychothérapie. Et j'avais jamais mis de mots dessus en fait. Et ma psy m'a dit mais en fait si s'est passé ça, si il y a eu ça, en fait ça s'appelle un viol. Et le truc c'est que bah, depuis des années on m'avait dit que bah enfin non, à partir du moment où c'était une femme, c'était pas vraiment, tant qu'il n'y avait pas pénétration d'un pénis dans un vagin, c'était pas vraiment un viol. Et on m'avait dit enfin voilà, c'est pas grave. Et du coup, j'avais un peu comme ça aussi oublié. Et voilà, bon, c'est pas encore tout à fait guéri, même si ça fait beaucoup plus longtemps que je processe le truc, mais voilà. Donc
Force. C'est bien d'en C'est parler, je mignonne. trouve. Non mais c'est bien que tu aies parlé, c'est important. C'est marrant parce que j'avais trouvé ça tellement facile d'en parler sur Twitter et Oui. là je suis un peu en PLS de le dire en live. Mais merci à vous deux pour ces réponses et cette honnêteté et de vous livrer. Enfin, je suis tellement reconnaissante de vous avoir ce soir et qu'on puisse dire des trucs comme ça. J'espère que ça aidera plein de gens et que ça va ouvrir des discussions et faire avancer les Merci à choses. toi, Fanny, merci beaucoup. Elle est si Ah mignonne, ouais. cette tête. Non, mais déjà, bravo quoi. Parce qu'encore une fois, c'est. Bravo parce que c'est dur. Et bravo parce que je te garantis que là, enfin, dans le chat, t'as des gens, ça va les faire réfléchir. Enfin, tu vois, là, je sais pas combien il y a de viewers, mais quand tu regardes des stats, là, dans les personnes qui nous regardent, les hommes et les femmes qui nous regardent, statistiquement, il y a obligatoirement des personnes qui ont été agressées à l'âge adulte ou à l'âge enfant. C'est la stat, quoi. La seule certitude que j'ai, c'est qu'effectivement, il y a heureusement que des gens en parlaient parce que ça m'a aidé à parler. Et à chaque fois que j'ai parlé, ça fait parler des gens, moi. Quand j'en ai parlé, ben, ça t'a fait peut-être parler de toi parce que tu t'as écouté Maudie et moi à ce moment-là, mais j'ai reçu des DM de gens que je connaissais ou de gens que je connaissais pas et, euh, et c'est cool aussi de faire partie de cette chaîne où tu peux, enfin, t'as des gens qui lancent des choses comme nous toutes, comme d'autres victimes, comme des proches de victimes et tout, et que du coup, comme dirait ce cher Emmanuel Macron, il y a un ruissellement de la parole. Mais c'est ça qui rend... Et que derrière ce que tu as dit, Fanny, qui est hyper dur à dire, mais il y a des gens qui vont parler aussi, tu vois. Mais moi, c'est ça qui me rend ouf avec quand t'as les témoignages de nous toutes qui sont prises des fois violemment par les gens, qui sont en mode mais aller devant la justice, etc. Déjà, l'un n'empêche pas l'autre. Mm. Alors, au-delà du fait que là, c'est très compliqué aujourd'hui de déposer plainte, enfin voilà, qu'importe Ouais. d'ailleurs. Voilà, mais même si on enlève ce facteur-là, le fait d'en parler publiquement n'enlève pas le fait que tu puisses aller devant des institutions et gérer ce truc-là. Mais c'est surtout, en fait, ce qui peut permettre de juste sauver des gens, concrètement, c'est d'en parler, en fait. Et le côté de silencier les victimes en disant non, mais en fait, vous devriez pas laver votre linge sale en public et tous ces trucs-là, alors qu'en fait, c'est une prise de parole qui est extrêmement importante, qui peut permettre à plein de gens de juste mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu. Et en fait, souvent, c'est juste ça. Et des fois, c'est que une étape, ça reste dans un coin de la tête, etc. Mais c'est quand même extrêmement important. Et je pense que plein de gens s'en rendent pas compte et prennent extrêmement violemment Ouais. ce qui est fait avec nous toutes. Et en fait, ils se rendent pas compte de la violence que eux ont quand ils nous ramènent au silence. Enfin, moi, j'ai vu une streameuse qui s'est retrouvée, enfin voilà, par des discussions avec son chat, a commencé à parler d'une relation toxique dans laquelle elle était et tout ça. Il y a quelqu'un dans le chat qui fait ouais, tu devrais peut-être gérer ça en privé quand même. Enfin, c'est bizarre, tu devrais pas nous en parler. Et moi, j'étais en mode mais non, ta prise de parole est importante. Tu t'en es sorti, c'est important que tu puisses témoigner si tu as envie d'en témoigner. Et je pense que si dans le chat vous avez pas vécu ça, je pense que c'est important que vous preniez le temps d'écouter les personnes qui l'ont vécu, parce que c'est l'étape numéro 1 pour éviter que ça se reproduise, quoi. Ouais. Et j'imagine, enfin, encore une fois, tu as la chance d'avoir une communauté qui m'a l'air d'être super saine, Fanny, mais effectivement, je pense à la streameuse dont tu parles ou aux gens qui ont des communautés beaucoup plus toxiques et qui, du coup, sont des fois un peu pris en otage par leur communauté parce qu'ils peuvent pas s'ouvrir sur des questions plus sensibles, pas forcément celle-là, mais d'autres. Et c'est hyper dur. Mais en tout cas, ouais, moi, j'ai eu ces débats aussi qui nous fatiguent le cul en mode oui, mais sur Twitter, nanana. Encore une fois, la justice de la rue, la justice des réseaux sociaux n'existerait pas si la justice fonctionnait, quoi. Et encore une fois, la justice actuelle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas du tout pour toutes les victimes, notamment de violences sexuelles. Et rien n'a jamais autant bougé que depuis qu'il y a des réseaux sociaux. Donc ouais, la justice de rue, la justice de Twitter n'est pas parfaite, mais sans elle, il n'y aurait rien. Sur ce, c'est malheureusement la fin de ce live. Merci beaucoup. C'était trop cool. Vraiment, j'ai adoré chaque instant. C'était super bien. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous, à vous aussi qui êtes sur le chat. J'espère que ça vous a plu. Et vous aussi qui êtes sur YouTube, qui voyez cette VOD, n'hésitez pas à aller voir les autres. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de Twitch, à vous abonner à ces deux super personnes aussi. Et voilà, je vous fais des bisous.